La séance du Conseil ouvert. Je vais donc faire l'appel. Donc Marilyn Wagner présente, Sarah Ferraud excusée, elle vient d'avoir un décès dans sa famille, Michael Pereira, présent. Camille Dalle, présent. Louis Chouin, présent. Sabrina Bécher qui a donné procuration à Pierre Bibé, Guillaume Vienner qui a donné procuration à Thérèse Fichet, Pascal Séjourné, présent. Pierre Bibé, présent. Frédéric Paris, présent. Jérôme Varan qui a donné procuration à M. Pereira, Hugues Cantel, présent. Pierre Jallet, Laure Beaumartel, présent. Jocelyn Coinon qui va arriver, il a une panne sur la route mais il ne va pas tarder à arriver, Valérie Dio qui a donné procuration à Camille Dalle, Thierry Jossé, présent. Laurence Béatrice, présent. Françoise Routier qui a donné procuration à M. Chouin, Chantal Hervieux qui a donné procuration à Mme Beaumartel, Julien Lefebvre, présent. Justine Picot, excusez, Thérèse Fichet, présent. Régis Roussel qui a donné procuration à Thierry Jossé, Ulrich Schlumberger, présent. Pascal Griot qui a donné procuration à Mme Pitette, Sébastien Lerat, présent. Sandrine Bozek qui a donné procuration à M. Schlumberger, François Van Fletteren, présent. Claire Pitette, présent. Pascal Ditch, présent. Simon Jarailly, présent. Et Laurence Cosier qui a donné procuration à Pascal Ditch. Si. Je viens de la rajouter, puisque Pascal vient d'avoir un empêchement. Y a-t-il des questions sur le PV du dernier conseil municipal? Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je vais faire passer le parapheur pour les signatures. Je désigne M. Pereira comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition, je vous remercie. Alors ce conseil est un peu court, il n'y a pas beaucoup d'objets, mais on devait le faire pour voter le PLH de l'intercommunalité. Donc c'est pour ça qu'il y a un conseil ce mois-ci. Donc je vais donner la parole à M. Bibé pour le projet du programme local de l'habitation de l'IBTN. Merci Madame le maire. Donc l'intercommunalité compétente en matière de politique d'habitat, d'hébergement, a lancé l'élaboration de son PLH en 2018. C'est un document d'urbanisme stratégique, de planification qui doit porter une réflexion et un programme d'action surtout à l'échelle de l'intégralité de l'interco. Donc il a une durée de 6 ans. Il vise à répondre aux besoins en logement et en hébergement, comme je l'ai dit, à favoriser aussi le renouvellement urbain, la mixité sociale, et en tenant compte aussi de la nécessité de limiter de manière importante l'artificialisation des sols. Donc ce document stratégique qui prend appui sur un diagnostic, tous les documents vous avez été transmis en amont du conseil, je ne vais pas aller dans le détail du diagnostic territorial intercommunal, parce que déjà ça nous concerne un petit peu moins, même si c'est très important pour nous, mais on s'en est servi aussi pour élaborer notre PLU à la ville. En tout état de cause, il y a des caractéristiques assez intéressantes à relever sur le marché du logement, notamment une stagnation du marché de la construction, qui est vrai à Bernay, mais qui est vrai sur tout le territoire. Un marché de la location qui est essentiellement concentré à Bernay. L'existence d'un phénomène de vacances, mais c'est pareil, on le sait, puisqu'on l'a vu dans le PLU, qui est concentré aussi sur les pôles urbains, donc chez nous, mais pas non plus uniquement. Et la présence de nombreux logements anciens et dégradés qui ne répondent plus du tout au confort attendu, mais aussi aux attentes de la population. Et un déficit de logement pour répondre notamment aux besoins des seniors et des jeunes qui souhaitent quitter le logement de leurs parents. Finalement, le diagnostic il est assez proche de celui de notre PLU, même s'il est vu à l'échelle un peu plus large.
Et donc l'intercommunalité a sorti 3 grands enjeux que vous avez pu lire, et surtout la différence, c'est que le PLH décline ces enjeux en 13 fiches actions, des fiches opérationnelles, avec des objectifs bien fixés. Et donc ce projet de PLH a été arrêté, a fait l'objet d'un premier arrêt en conseil communautaire en janvier 2024, et donc il a été transmis pour avis à la ville de Bernay. Nous concernant, ce que l'on propose d'établir finalement comme avis, c'est de dire que les orientations stratégiques et les actions préconisées dans le PLH sont cohérentes avec les enjeux du territoire intercommunal, mais aussi avec nos enjeux propres à la ville de Bernay. Les spécificités ont été assez soulignées de notre point de vue, spécificités bernéennes. Principal pôle de l'intercommunalité, ce qui devrait traduire un rôle d'accueil des habitants en cohérence avec la concentration des activités, des emplois, des services. Donc il est il est prioritaire, on va dire, de produire du logement et d'attirer de la population à Bernay, puisque c'est proche des services, surtout quand on veut lutter contre l'artificialisation des sols et essayer de réduire notre empreinte carbone liée à la voiture notamment. Et donc, on souhaite vous proposer de travailler dans le sens proposé du PLH, mais aussi dans le sens du PLU qu'on a récemment révisé, surtout à produire un nombre de logements adaptés à tous les parcours résidentiels, que ce soit de la production de logements neufs comme la remobilisation du parc existant dégradé ou vétuste. On ne remet pas en cause le rôle de solidarité qui est le nôtre, qui est celui de la ville de Bernay, mais on souhaite souligner tout de même que le parc de logements sociaux représente aujourd'hui à Bernay déjà 25% de son parc total, ce qui est une proportion suffisante, notamment au regard des ambitions de mixité sociale, du regain d'attractivité que l'on souhaite, et surtout de la loi tout simplement SRU, puisque le quota c'est 25%. Et donc on est à ce quota-là, on respecte ce quota-là, on n'est pas carencé, et donc notre objectif c'est que l'on ne soit pas trop ambitieux désormais sur le logement social, d'autant plus que les projets immobiliers qu'on a en cours en comportent quasiment tous une partie, et donc on va aller quoi qu'il arrive au-delà des 25% avec les projets de logement qui sont dans les tuyaux. Donc le PLH reprend en grande partie, je l'ai dit, les enjeux et les objectifs poursuivis par la ville dans l'aménagement de notre territoire et surtout à notre nouveau plan local d'urbanisme. C'est pourquoi on propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de PLH, sous réserve néanmoins que ce projet maintienne une ambition de maintien de la part de logements sociaux à 25% du parc pour la ville de Bernay, comme je l'ai dit, qui est déjà supérieur aux obligations de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, et aussi qu'il autorise une production suffisante de logements pour permettre le maintien du poids démographique et économique de la ville au sein de l'Interco. Merci Pierre. Y a-t-il des questions? Pascal? Oui, alors pas des questions, mais plutôt des commentaires. Donc vous vous souvenez, en décembre, nous avions eu l'occasion longuement d'échanger sur l'habitat, particulièrement sur l'habitat dégradé. Nous avions fait un tour de table et d'une manière très libre et sans polémique, nous avions abordé ces questions-là. Donc on a eu le temps d'en parler. Néanmoins, sur le diagnostic, je crois que je m'étais déjà exprimé là-dessus, je crois à l'Interco, je ne sais plus si c'était en bureau ou en commission ou quoi que ce soit. On s'appuie quand même sur un diagnostic avec des chiffres qui datent de 2016, même si pour une partie d'entre eux, il y a eu un réajustement sur 2021. Et ce diagnostic par rapport à 2016 ne correspond plus, me semble-t-il, quand même à la réalité d'aujourd'hui, puisque c'est passé depuis le Covid, qui a beaucoup percuter nos concitoyens et nous-mêmes. Par ailleurs, la crise de l'énergie aujourd'hui qui est dramatique pour les faibles revenus particulièrement, mais pas que. Et ce que je dirais, moi, comme commentaire, c'est qu'il y a vraiment urgence à ce que ce mode opérationnel arrive vite, particulièrement pour les personnes qui sont à l'euro près. Par rapport aussi à toutes ces personnes qui louent des appartements qui sont très dégradés. Même dans l'enquête qui est faite, on voit qu'il y a encore des logements sans sanitaire, sans salle de bain, etc. Donc vraiment, il y a urgence à se mettre au travail sur cette question-là.
Je laisse la parole, si vous voulez bien, Madame le maire, à mon collègue qui a des questions plus particulièrement à poser sur la question de l'habitat. Non, de la jeunesse. La jeunesse, oui. Oui, parce que enfin, merci Madame le maire de me laisser la parole. J'ai lu le document qui concerne le programme local de l'habitat, et donc on fait le constat, et ça avait été dit également dans le PLU, d'un vieillissement de la population, et la part de personnes de 20 ans, de trentenaires est très, très faible sur le territoire. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour attirer ces jeunes-là? Vous aviez parlé à un moment donné, un conseil municipal d'une université connectée. Je voulais savoir si vous aviez pu échanger un peu, avancer sur ce dossier-là. Je voulais également rebondir un peu sur ce que M. Ditch a dit. Je sais que ce n'est pas forcément le pouvoir du conseil municipal, mais vraiment insister sur les prix des loyers qui sont extrêmement élevés à Bernay, qui sont comparables à des villes comme Caen, sauf qu'on n'a pas les mêmes infrastructures. Et quand je dis élevé, c'est-à-dire pas loin d'octobre, j'aurais dû faire une capture d'écran, mais un appartement de 70 mètres carrés dans le centre-ville de Bernay avec un balcon, on était à plus de 1 000 € de loyer au mois d'octobre. Donc proposé par une agence que je vais pas citer, mais voilà, donc d'où je pense, ça participe à la difficulté des jeunes de s'installer dans le centre-ville de Bernay. Je pense que d'autres villes connaissent ces mêmes problématiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a de plus en plus de jeunes qui s'installent dans les campagnes. Donc voilà, donc j'aurais voulu savoir cette question. Donc voilà, si vous aviez avancé sur la question de l'université connectée, et s'il était envisageable, je vous demande si il est envisageable ou non de développer des filières d'études supérieures à Bernay, puisque comme il est dit très justement dans le document, Bernay est une ville bien située, avec une proximité, avec des villes à proximité comme Caen, Rouen, Paris. Donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas... est-ce qu'on ne pourrait pas donc développer des filières supérieures sur le territoire de Bernay, ce qui ramènerait la jeunesse, et on pourrait espérer ensuite qu'elle s'installe ici. Merci beaucoup, Madame le maire. Pour répondre à vos questions, des questions de loyer élevé, ça, on n'a aucun pouvoir. Concernant les logements qui relèvent de l'insalubrité, je pense que je l'ai déjà dit en conseil ou en commission, c'est que vous savez qu'on a créé une commission d'insalubrité, et dès qu'on est averti, soit par la gendarmerie ou les pompiers ou par un locataire, la commission d'insalubrité se déplace dans le logement. On a des questionnaires à remplir, on les remplit. En fonction du résultat, on sait s'il est insalubre ou pas. On envoie le dossier à l'ARS, copie à l'ARS, copie au département, copie au préfet. Et c'est l'ARS qui reprend la main sur ce dossier et qui demande au propriétaire de faire les travaux, sinon il bloque la location logement. La location logement est suspendue, elle n'est plus versée. On crée à la ville, ce qu'il n'y en avait pas, un service habitat. Et comme Pascal le disait tout à l'heure, le diagnostic, il est de 2016, donc il n'est plus à la page. Et donc, on va avoir un nouveau diagnostic pour les besoins de notre ville, exactement ce qu'il faut pour le besoin de notre ville. C'est vrai que quand vous regardez le centre-ville, on a beaucoup de logements qui sont vides, des logements qui sont par entrée, qu'il faut prendre l'entrée des commerces. Donc, il faut qu'on arrive à inciter les propriétaires de commerce à faire des entrées indépendantes pour que les logements puissent être occupés au-dessus par des locataires autres que ceux qui exercent le commerce, et qui soient surtout remis en état. Concernant l'université connectée, on y travaille, mais ce n'est pas si simple que ça à installer. Parce que quand on fait une université connectée, on ne peut pas avoir X spécialités. Donc on y travaille sur le sujet. Concernant avoir des formations pour les études supérieures, la région y travaille aussi, et de plus en plus elle développe avec les entreprises qui sont comme Schneider à Beaumont-le-Roger une école de formation appropriée pour les besoins de nos entreprises. Des grosses entreprises comme Zalkin, la CESA, enfin Reborn maintenant, Aerochim et autres, parce que jusqu'à présent, leur école de formation concernait d'abord leurs employés. Après, c'était les futurs employés, et donc ils ont fait la formation. Et là, la troisième partie, c'est que c'est ouvert à tous, à toutes les entreprises qui auront besoin de faire des formations et autres. Voilà. Oui, si je peux me permettre de rajouter un mot, vous savez tous que le
l'IBTN a été retenu dans le programme Territoire d'industrie et qu'en conséquence, nous nous rassemblons donc avec 3 autres intercos, celle du Neubourg, celle de Verneuil et celle de Conches, pardon. Et pas plus tard qu'il y a 2 heures, j'étais donc à un comité de pilotage concernant cet aspect-là. Et nous avons abordé ce sujet de l'université connectée, ce qui semble motiver l'ensemble des intercommunalités. Il est bien évident que pour ce qui me concerne, je ferai tout pour qu'elle s'installe sur Bernay, parce que d'une part, nous avons une gare avec un trafic suffisant pour permettre aux étudiants de se déplacer, du moins sur l'IBTN, mais pas que, hein, puisque à Conches, il y a également une gare qui n'est pas tout à fait bien connectée avec la nôtre, mais enfin, bon, peu importe. Toujours est-il que pour ce qui est des liens avec les différentes universités, aussi bien Caen que Rouen, nous sommes mieux placés que les autres. Voilà. Bon, comme dit Madame le maire, nous y travaillons. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il va falloir prendre contact à la fois avec la région, avec les universités, de façon à établir les disciplines sur lesquelles nous allons porter notre attention. Et c'est vrai qu'en parallèle, comme le spécifiait également Madame le maire, une école bien orientée industrie est en passe d'être créé définitivement, puisque bon, ça fait 1 an et demi qu'on y travaille chez Schneider. Dans un premier temps, ils vont former les employés qu'ils destinent à la succession de leurs futurs retraités, hein, puisque la tranche d'âge des plus de 50, enfin des cinquantenaires et au-delà, est très importante chez Schneider. Donc ils ont un besoin urgent de renouveler leurs ressources humaines, et ensuite ils l'ouvriront aux autres industries de notre territoire, et comme le disait Madame le maire, donc Zalquin, Aérochim, enfin toutes celles que vous avez sur le territoire, hein. Mais il y aura un tronc commun avec une spécialité en fin de cycle sur chacun des postes ou des usines en question. Voilà. Et j'ajouterais aussi quelque chose, Simon, parce que votre question était aussi sur l'attractivité de la ville en faveur des jeunes, comment on attire la jeunesse, parce que les diagnostics sont assez difficiles à lire. On a fait déjà des choses, beaucoup de choses depuis 2020, et on continue de les faire en faveur de la jeunesse. Ça passe par exemple par des projets d'aménagement ambitieux. Je pense à la prairie de la Charentonne qu'on a tout de suite fait dès qu'on est arrivé. La prairie de la Charentonne qu'il ne faut pas oublier de connecter avec les projets d'aménagement sportif des quartiers. Et vu leur occupation et vu leur utilisation, je pense qu'on a un petit point quand même de réussite là-dessus, notamment en faveur des jeunes et de la jeunesse. Ça passe aussi par d'autres projets d'aménagement, des projets d'aménagement qui améliorent l'attractivité de notre ville de par leur mobilité, la mobilité douce un peu plus favorisée. J'étais à un rendez-vous tout à l'heure à 17h avec une jeune famille qui sont très contents de pouvoir circuler un petit peu plus à vélo sur le boulevard, et sont très pressés d'avoir un peu plus long de pistes cyclables. J'enchaîne du coup sur le sujet du vélo à Bernay, où on est en train de travailler d'ailleurs avec un petit collectif de Bernay et de cyclistes sur des premiers pas, des premières pistes, on va dire, sur ce sujet-là. Et puis un autre point pour attirer les jeunes, c'est aussi comment les jeunes familles peuvent se loger à Bernay. Donc quels sont leurs besoins en termes de logement. Et ça, on y est très attentif dans les projets immobiliers qui sont en train de sortir de terre, puisque les PC sont tous acceptés. Et donc la programmation a été réfléchie avec les opérateurs qu'on va chercher. Parce que quand je lis aussi ici ou là qu'on n'est pas capable d'aller chercher des investisseurs, ça me fait bien rire, parce qu'en fait on fait que ça, d'aller chercher des investisseurs et de les convaincre pour qu'ils viennent, parce qu'en fait ça se fait pas en un claquement de doigts et avec de l'argent public de faire des logements ou des rénovations à plusieurs millions d'euros. Et donc dans cette programmation immobilière, eh bien, on va chercher par exemple un peu de PLS, donc c'est du logement financé par des prêts locatifs sociaux,
prélocatifs sociaux, c'est-à-dire que les niveaux de loyer seront des niveaux de loyer plus forts, plus élevés que le logement social. Donc c'est pour des personnes qui n'ont pas accès au logement social, mais qui ne peuvent pas avoir accès au logement privé parce que trop cher. Donc on est vraiment bien dans cette tranche de population qui est concernée par les logements au loyer trop cher que vous citez. Et ça, c'est vrai pour le projet du Mascrier, c'est vrai pour le projet de la clinique de la Charentonne, où ça y est, enfin, ils vont pouvoir sortir de terre et où la programmation, on l'a vraiment réfléchi dans ce sens-là. Et j'ajouterais aussi, Simon, tout à l'heure, à 17h, j'avais rendez-vous avec une personne qui, ça fait 2 ans, qui est à Berny, qui habite rue de Morsan. Et c'est un jeune qui a exactement 34 ans, qui disait que Berny était une très belle ville, qu'il avait été touché, voilà, que le train, c'est vrai qu'avec 1h30, on est à Paris, donc tout va bien, donc il habitait à Paris avant. Par contre, il me faisait remarquer qu'il était désolé que le dimanche à Berny, il n'y avait rien d'ouvert. Il a des amis qui sont venus, je le dis quand même, il y a des amis qui sont venus le week-end, là, le long week-end, c'était le jeudi de l'Ascension et autres, et qui ont dit le dimanche, mais t'habites dans un trou. Et lui a dit, mais non, j'habite pas dans un trou, c'est vivant, la semaine c'est vivant, oui, le dimanche et le lundi, c'est compliqué. Donc il y a aussi tout à revoir aussi sur l'attractivité de notre ville à travers le commerce ou les restaurants ou les bars, ou je sais pas, enfin, voilà ce qu'il m'expliquait, il était venu pour me voir autre chose, mais il en a profité pour m'en parler. Et pour dire ce qu'on essaie aussi de faire, parce que je crois que c'est le 3 et le 4 juin, avec Louis, où nous en allons à Toulouse, justement, puisqu'on va voir des entreprises pour qu'ils s'installent à Berny. Voilà, donc vous savez tout, on essaie de faire le maximum. Voilà. Bon, d'abord, monsieur Schlumberger, Pascal. Merci. Je rebondis sur ce que vous avez dit, monsieur Bibé, et je voulais vous demander combien de logements sortiront de terre entre le Mascrier et la clinique de la Charentonne, et à quel horizon? C'est ma première question. Et peut-être une deuxième question pour vous, madame le maire. Quand vous frappez d'insalubrité, vous avez raison, puisqu'il est hors de question que nos concitoyens vivent dans des conditions inacceptables. Cependant, a-t-on, depuis 2020, un peu de recul sur la vitesse à laquelle les travaux de mise aux normes ont été faits ou pas? Et j'en viens à l'idée que certains propriétaires cyniques pourraient tout simplement retirer de la location, et ce qui contribuerait à faire monter le prix des loyers, même s'ils ont une taxe punitive pour les logements vacants. Et donc là, ma question, c'est a-t-on du recul sur ces logements qui ont été frappés d'insalubrité? Sur les projets immobiliers qui sont bien avancés dans les tuyaux, en tout, entre le Mascrier et la Charentonne, mais Louis, tu me dis si je me trompe, mais il y a à peu près 39 à la Charentonne, et à peu près la même chose au Mascrier. Donc on est à environ 80 logements en quantité. Ensuite, sur le calendrier, on a un PC qui semble être, je crois, qu'on n'est pas loin de la purge de tout recours pour le Mascrier, et donc un lancement de commercialisation qui va arriver très 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 prochainement. Ça, je laisse l'opérateur faire son travail. Et sur la Charentonne, les discussions sont en cours aussi entre Siloge et l'opérateur, parce qu'il y a des rachats de PC, etc. Mais ça peut aussi aller très très vite. Il faut compter, pour le Mascrier, il faut compter, je pense, entre 12 et 18 mois de travaux. Sachant qu'au Mascrier, n'est construit que les 2 bandes, je ne sais pas si vous vous souvenez du projet, mais les 2 bandes d'individuels groupés au centre de la parcelle, et autour, ils mettent en vente les parcelles libres, mais néanmoins aménagées et paysagées. Alors, monsieur Schlumberger, concernant les logements qui sont déclarés insalubres, il y a des logements qui sont déclarés insalubres et les propriétaires ont 1 an pour faire les travaux. Et effectivement, ils font les travaux, et s'ils ne font pas les travaux, on les oblige à reloger les locataires. On l'a fait il n'y a pas très longtemps, rue Chanoine-Poré, où on a obligé le propriétaire, c'est-à-dire que la ville a appelé un expert, parce qu'il faut quand même un expert du tribunal pour constater l'ampleur des dégâts, on va dire, et suite au passage de l'expert, il y a eu un bureau d'études qui est passé et qui a dit que le locataire devait sortir. Et quand c'est comme ça, c'est le propriétaire qui paye le loyer pour le reloger.
Donc ils essaient au maximum de faire les travaux et très rapidement parce qu'ils perdent la location. Et en plus, ils ont la double peine, c'est de payer le loyer. Pascal, pardon. Alors, écoutez, c'est une question que je voulais poser, mais M. Schomberger l'a posée en partie. C'est-à-dire, en fait, puisque vous évoquez l'ancien site de la clinique de la Charentonne au Pont-Ravet et puis le Mascrier, c'était avoir un bilan d'étape ou tout le moins un calendrier, donc pour informer nos concitoyens, mais vous l'avez fait en partie là. Pour ce qui concerne la clinique de la Charentonne, ça va être quasiment concomitant à la mise en vente. Mais c'est en vente, en état futur d'achèvement, en V20. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a plus de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, la deuxième délibération concerne la convention pour l'utilisation réciproque d'installations et équipements sportifs. J'espère que vous avez tous lu la convention qui sera faite avec la région. Auparavant, la région nous finançait les heures, enfin financer c'était un grand mot, de tous les lycéens qui utilisaient nos gymnases. Comme elle nous a attribué une subvention de 332 514 € pour la requalification du quartier de la Gare, mais phase 1, elle nous demande aujourd'hui de mettre à disposition gratuite les gymnases que nous avons, et parce que le lycée Fresnel, et je crois que c'est Saint-Anselme qui doit avoir un gymnase, et en contrepartie, dès lors qu'ils ne sont pas dans les horaires de classe et que l'UNESS n'utilise pas leur gymnase, nos associations pourront bénéficier de leur gymnase. Donc voilà, la position c'est de dire est-ce que vous êtes d'accord pour faire cette convention avec la région, de signer cette convention avec la région ou pas. Voilà. Ça va nous donner plus d'horaires et pour nos associations aussi, parce qu'on est quand même en manque, surtout le soir et les samedis après-midi et autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Madame Pitette? Je n'ai pas très bien compris quand vous avez parlé donc du gymnase de Saint-Anselme. Est-ce qu'il appartient à la ville? Non, ils appartiennent à la région. Et donc la région nous les met à disposition, enfin gratuitement aussi, pour les heures en dehors d'utilisation des scolaires. Non, pas Saint-Anselme, je dis des bêtises, Saint-Anselme, c'est... si. C'est l'école qui a... Fresnel. Non, pardon, Clément Adair, je me suis trompé, Clément Adair. Mais alors justement, de quoi parle-t-on là avec Jeanne d'Arc et Saint-Anselme? Ah, c'est l'inverse. Ok. Actuellement, tous les lycéens profitent de nos infrastructures, de nos gymnases. Et eux, comment dire, Adair et Fresnel avaient des gymnases que nous, on ne pouvait pas utiliser, mais maintenant, on va pouvoir utiliser en dehors des cours et de la pratique de l'UNSS. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, désignation d'un nouveau membre au sein de la commission subvention aux associations. Vous vous rappelez, on avait créé une commission ad hoc pour l'attribution des subventions aux associations. Comme M. Lemercier a démissionné, on vous propose de remplacer M. Lemercier par M. Thierry Josset. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, la quatrième délibération, c'est la mise en place d'actions récursoires, remboursement des frais d'inhumation. Nous avons eu deux cas à la mairie de Bernay pour que la mairie de Bernay supporte les frais d'inhumation de 2 personnes parce que les enfants ou la famille ne voulaient pas payer ces frais d'obsèques. Donc la loi, elle est très claire sur ce sujet. Elle dit
que si une famille où les enfants ont été placés très jeunes et qui n'ont plus de lien avec la famille et qu'il y a eu un jugement qui dit qu'ils sont un peu déchus de l'autorité parentale ou suspendus de l'autorité parentale, les enfants n'ont pas à payer. S'il n'y a pas de jugement qui détermine cette suspension d'autorité, les enfants sont obligés de régler les frais d'inhumation. Donc nous avons eu 2 cas en très bref délai, et donc on passe une convention pour dire que dès lors que quand les enfants ne voudront pas payer et qu'ils n'ont pas de jugement, la ville émettra un titre à l'encontre des enfants. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet, Madame Pitette? Oui, pardon. J'avoue que ça me laisse un peu perplexe et me met en difficulté parce qu'il y a quand même effectivement des parents qui ne couvrent même pas les obligations alimentaires envers leurs enfants. Il n'y a pas forcément de jugement, puisqu'il y a des parents dont les enfants sont en famille d'accueil pendant des années, mais qui n'ont pas perdu leurs droits. Je connais aussi, tout à fait par ailleurs, une personne qui a été obligée de prendre en charge les EHPAD de ses parents qui n'avaient absolument pas effectuer leurs obligations. Donc j'avoue que sur cet élément-là, je m'abstiendrai. Mais je comprends que la ville ait besoin aussi. Je comprends très bien. Mais je trouve ça difficile. Oui, Jérémy me souffle sur le sujet que donc nous on va émettre un titre, mais ils auront possibilité de saisir le juge. Donc voilà. Mais en attendant, nous, comme il y a des enfants, de la famille et des enfants, on doit émettre le titre. Justement, c'est des échanges qu'on a eus avec le trésorier. On doit émettre le titre, voilà. Et donc les enfants peuvent saisir le TA pour demander de surseoir au paiement. Et donc là, ça sera le CCAS qui prendra en charge. Oui, Pierre. Il est possible aux enfants de saisir a posteriori en démontrant l'indignité des parents le tribunal, alors pas le TA, hein, le TJ, le tribunal judiciaire, pour faire juger cette indécence ou cette indignité et être dispensé de financer soit l'EHPAD, soit l'inhumation. Ça peut être fait a posteriori. C'est plus clair quand c'est fait a priori, mais une fois le titre émis, il est possible de contester. C'est pas définitif. Du coup, j'ai une petite question technique et peut-être que Pierre Jallet pourra y répondre en tant qu'expert. Les enfants vont-ils se retrouver dans une situation où ils vont devoir payer et attendre 1 an ou 2 que le tribunal juge ou, enfin, vous voyez, j'essaie de comprendre un peu le côté pragmatique, puisque pour certaines personnes, ça peut être une somme handicapante. On parle de 2000 et quelques euros. Enfin, c'est pas forcément facile pour des enfants. Et quels sont les délais de jugement et est-ce qu'on leur demandera de payer tout de suite? En fait, voilà ma question. Alors, Jérémy, excuse-moi Pierre, me souffle qu'ils vont avoir les familles en amont pour savoir s'ils vont faire une action au TJ, et s'il faut une action au TJ, on n'émettra pas le titre. Voilà. On attendra le retour du TJ pour émettre le titre. Merci de la précision. Dans ce sens, pour moi, c'est plus clair et je voterai pour. Mais vous savez, Madame Pitette, je vous rejoins quand vous dites que des parents ne sont pas subvenus aux besoins de leurs enfants pendant X années et qui, c'est sur ce sujet-là aussi que je m'insurge, perçoivent toujours les prestations familiales et qui finalement ne font rien pour leurs enfants. La loi, je pense qu'il faudrait que la loi, on revoie cette loi-là qui dit que les prestations ne doivent plus être versées aux familles qui n'ont plus la garde de leurs enfants.
Ça, c'est un vaste sujet. Et quand je sais que, Pierre, je pense que tu ne me contrediras pas, c'est à la discrétion du juge. Voilà. Donc, pas simple. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pas de questions. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Convention de mise à disposition du minibus de la ville aux associations bernéennes. Vous vous rappelez, on avait demandé aux entreprises de participer avec de la publicité pour avoir 2 bus. Et ça évitait à la ville d'acheter les bus. D'ailleurs, on remercie encore les commerçants et entreprises qui ont participé. Et aujourd'hui, on veut faire une convention de mise à disposition du minibus pour les associations bernéennes. Puisque souvent de fois, les samedis et les dimanches, ils ont besoin de se déplacer en plusieurs nombres au lieu d'avoir les parents. Et donc, voilà, on vous demande de faire d'accepter une convention de mise à disposition de ces minibus. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Pierre concernant la convention de participation financière pour la mise en œuvre d'un observatoire départemental des bassins d'alimentation de captage dans l'Eure. Merci Madame le maire. Donc vous le savez, on a le captage des bruyères qui est classé prioritaire au titre du Grenelle. Le conseil départemental propose donc aux structures en charge des programmes d'action sur les bassins d'alimentation de captage la mise en place d'un observatoire départemental en partenariat avec l'agence de l'eau, avec la chambre d'agriculture. Plusieurs objectifs, suivre inévitablement les effets des programmes d'action qu'on met en place, d'évaluer la qualité des eaux brutes, des captages, donc nitrates et produits phytosanitaires, et de fournir aussi aux exploitants agricoles volontaires des informations pour l'optimisation de la fertilisation azotée. Et donc pour mener à bien toutes ces opérations, il faut passer une convention qu'on avait déjà, mais qu'il faut, je crois, réitérer, d'une durée de 3 ans, renouvelable tacitement avec le conseil départemental de l'Eure, fixant les modalités techniques et financières. Donc ça va coûter 3 500 € à la ville par an, mais derrière ces 3 500 €, il y a 3 prélèvements sur eau brute et 190 prélèvements et analyse des reliquats, c'est-à-dire la quantité d'azote, et sur les parcelles agricoles. Donc c'est pas une dépense, c'est finalement on achète aussi des prélèvements. Donc il vous est proposé de valider cette convention de participation financière pour la mise en œuvre de cet observatoire départemental des BAC, des bassins d'alimentation de captage. Merci Pierre. Je vais faire repasser le parapheur pour les PV parce que M. Chaumerger, vous nous aviez demandé au mois de septembre de rajouter les interventions. Donc il faut re-signer. Donc je le fais juste repasser. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui, Pascal. Donc pas de questions, hein. Ça va plutôt dans le bon sens, qui est un observatoire. Moi, ce que je regrette, et ce sera mon commentaire, c'est que parmi les membres de l'observatoire des BAC, il n'y a pas d'association de citoyens qui soit comment dirais-je, membre. C'est-à-dire que finalement nos concitoyens qui sont organisés en association, je crois qu'il en existe dans le département, ne puissent participer à cet observatoire du BAC. Donc je voulais faire cette observation. Oui, mais ça, c'est le département qui s'en occupe et je pense que c'est avec l'association de la RIL et du... Non, mais... Oui, mais c'est parce que les collectivités sont dans la liste pour les financements. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et là, je vais donner la parole à M. Chouin concernant la validation du marché de travaux de rénovation des installations d'éclairage public. Merci Madame le maire. Donc la ville a lancé une consultation à propos des travaux de rénovation des éclairages publics. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, l'objectif est de faire en sorte d'améliorer les performances énergétiques de notre parc de luminaires. Donc ce marché est passé sous la forme d'un accord cadre à bon de commande. Il s'établit sur une durée de 3 ans avec optionnellement une année supplémentaire.
Le montant minimum de chaque année s'établit, enfin a été prévu à 150 000 € hors taxe. Quant au montant maximum, il est prévu à 500 000 € hors taxe. La ville a reçu 3 offres recevables. Donc, à l'issue de la négociation qui s'ensuit, suite aux offres, il y a toujours une petite négociation avec les entreprises. La mieux disante et la plus intéressante sur le plan économique est la société Team Réseau. Donc, il vous est proposé d'autoriser Madame le maire à signer la dite offre. Voilà, Madame le maire. Et je vais compléter aussi, quand on va faire la rénovation de l'éclairage public, on va modifier aussi nos armoires, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous-mêmes changer, modifier les horaires. À chaque fois qu'on veut modifier les horaires, il faut appeler la société Team Réseau, qui a aujourd'hui le marché, pour modifier les horloges. Et à chaque fois, on paye un déplacement, bien sûr. Donc là, avec comment on va passer en LED tous les luminaires, enfin tous les lampadaires de la ville, on profite en même temps de modifier les programmes, les horloges dans les armoires pour qu'on puisse nous-mêmes allumer tel et tel endroit si on a besoin. S'il y a une manifestation qui dure plus tard, on peut la programmer et autres. Voilà. Et normalement, quand tout sera fini, nous aurons sur notre smartphone, c'est-à-dire je pars de la place Gustave-Héon, je veux aller rue Lobreau, donc je tape place Gustave-Héon, rue Lobreau ma direction, je vais avancer, l'éclairage va s'allumer, dès que j'atteindrai, par exemple, là c'est la rue de l'Abbatiale, ça s'éteindra parce que je vais de l'autre côté, et ça s'allumera. Et comme ça, on aura toujours de l'éclairage. Voilà. À la finale, c'est au bout des 3 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Après, vous avez toutes les décisions que j'ai prises. La première, c'est du 16 mars au 30 avril et après du 30 avril au 15 mai. Est-ce que vous avez des questions? Beaucoup de décisions que j'ai prises, ce sont des conventions qu'on a refaites avec toutes les associations qui utilisent les structures parce qu'elles étaient périmées. Voilà. Donc ça concerne beaucoup ça. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc non, on ne vote pas. Non. Voilà. Et maintenant, on va passer aux questions orales. Et j'ai eu une question orale de François Van Vletteren. Merci, Madame le maire. Vous avez organisé une consultation... Ah oui, quel avenir pour la Gabelle? Vous avez organisé une consultation auprès de la population de Bernay. La participation a été décevante puisque seulement quelques centaines d'habitants ont participé. Alors, quelle valeur allez-vous donner à cette consultation? En tout cas, ce qu'on peut déduire, c'est qu'il ne s'agira pas d'un blanc-seing qui déresponsabilisera la majorité de la décision qu'elle seule prendra. Je considère qu'en cas de vente, les risques pour les Bernayens sont nombreux et n'ont pas été clairement et suffisamment communiqués. Et j'en citerai donc quelques-uns. Le risque numéro 1, l'acheteur pourrait ne pas respecter ses engagements. Une fois que la vente sera signée, il sera quand même propriétaire et seul décideur. Vous avez précisé vouloir lui faire payer des charges de remise en état dès la signature de la vente pour vous prémunir de ce risque. Cette clause semble bien légère puisqu'elle sera vraisemblablement très inférieure aux 5 millions d'euros nécessaires pour la remise en état de la Gabelle. À moins que vous décidiez de faire payer à l'acheteur les 5 millions au moment de la vente. Risque numéro 2, comment pourriez-vous vous assurer, ou comment pouvez-vous vous assurer que la Gabelle ne finira pas comme le château de Cerquigny, avec une propriété démembrée et des propriétaires éparpillés partout dans le monde? Cette situation bloquerait toute prise de décision et tout investissement, et la Gabelle risquerait alors l'abandon, l'effondrement, si ce n'est l'incendie. Situation malheureuse qui concerne aujourd'hui le château de Cerquigny. Risque numéro 3,
Ah oui, c'est la sous-préfecture. Du coup, je le lis ou... Ok, alors je vais essayer de l'adapter parce que, Louis, tu m'as donné des infos, mais comme tu le disais tout à l'heure, le prix de rachat n'est pas public, mais il existe aussi le risque de revivre une histoire identique à celle de la vente de la sous-préfecture de Bernay, avec une vente qui s'est faite à une valeur très faible par le département de l'Eure, et un rachat ensuite par le Siloge à un prix plus élevé. Comme tu le disais, le prix n'est pas communiqué, mais il y a quand même des convictions qui circulent que le Siloge a racheté à un prix bien plus élevé l'ancienne sous-préfecture que ce que le département ne l'avait vendu. Et tu disais d'ailleurs, selon le Bernéen, qu'il y avait un rapport de 1 à 3. Que le Bernéen annonçait un rapport de 1 à 3, mais que ce n'était pas le cas. Le privé, en tout cas, qui a acheté cette sous-préfecture pour la revendre plus tard au Siloge, s'est finalement enrichi sur le dos des Eurois. Après, il existe aussi probablement d'autres risques, 4, 5, 6, mais je ne les ai pas tous listés. Et puis, ça nécessiterait une étude des risques que je ne suis pas en capacité de faire tout seul, mais certainement, il existe d'autres risques. Aussi, je considère que l'avenir de la Gabelle ne se décide pas sur un simple pour ou contre. La Gabelle, c'est une partie du patrimoine et de l'histoire de Bernay. Il existe de nombreuses alternatives qui n'ont pas été présentées ou imaginées. La ville de Bernay et l'Interco pourraient allouer un budget pour continuer à rechercher un projet privé qui se satisferait d'un bail emphytéotique. À savoir, c'est un bail de très longue durée. Et pour rappel, un bail emphytéotique, c'est un bail qui peut durer jusqu'à 99 ans. Donc une telle durée permet de rentabiliser des investissements de remise en état de la Gabelle. Et c'est pourquoi, à mon avis, un investisseur honnête se contenterait d'un tel bail et n'exigerait pas nécessairement la pleine propriété de la Gabelle. Voilà, la gestion du patrimoine est une difficulté pour de nombreuses villes françaises, comme Bernay, mais il n'y a pas urgence à traiter ce dossier, et cela fait de nombreuses années que la situation de la Gabelle interroge. Alors je voudrais aussi vous inviter à prendre le temps de la réflexion sur ce dossier et à agir avec prudence et vigilance, parce que c'est un dossier qui concerne un bâtiment qui participe aussi à l'identité de la ville. Merci. Alors, je vais vous répondre, François, sur ce sujet. D'abord, j'ai cru que la question, c'était le Bernéen qui m'écrivait. Pour le dire, ça reprend exactement ce qu'il y a dans le Bernéen. Donc, je pensais que c'était le Bernéen qui m'écrivait à travers vous. Bon, c'est vous. Non, mais c'est une boutade, mais ça représente. Alors, c'est vrai que la Gabelle, depuis 2010, elle est à l'abandon. Quand l'école de musique a été transférée au conservatoire, elle a été laissée à l'abandon. Elle a eu des années où il n'y a pas eu de chauffage. Nous avons eu la mérule par 2 fois dans ce bâtiment. La mérule a été traitée. Alors, d'abord, il y a eu plus que 100 participations. Il y en a eu 410. Je suis déçu. Ah, j'avais compris, une centaine. Je suis déçu parce que finalement, on demande l'avis à la population pour qu'ils décident oui ou non. Pas beaucoup s'emparent du sujet. Alors, me dire que c'est un week-end un long week-end et qu'on ne peut pas voter, on pouvait voter par Internet, on pouvait se déplacer, la mairie était ouverte le vendredi et le lundi, donc il y avait toutes les possibilités. La question de dire que le château de Cerquigny également, il a été vendu à un privé, je crois, en 2010 aussi, je crois que c'est quelque chose comme ça, mais personne n'a suivi ce dossier. Tout le monde en parlait, mais il n'y a pas eu d'action pour vérifier si les propriétaires ou les copropriétaires faisaient des travaux ou pas. Enfin, il n'y a pas eu de suivi du dossier. Je vous rassure, si jamais la Gabelle devait brûler, même demain, nous sommes assurés. Nous avons au moins une assurance sur ce bâtiment, comme sur l'église, comme sur la basilique et l'église Sainte-Croix, nous sommes assurés. Ça, c'est une chose que j'avais déjà vérifiée depuis très longtemps. Alors oui, la consultation, le oui l'a emporté, mais je vous rassure, la municipalité ne s'emporte pas. En effet, obtenir un oui ne nous enferme pas dans une solution unique,
mais au contraire nous permet d'ouvrir le champ des possibles, notamment celui du bail amphithéotique. Nous avons pris le temps de la réflexion et prendrons le temps de la réflexion et d'une nouvelle consultation au moment de décider du projet. Bien entendu, nous prendrons aussi des mesures de sécurité via des clauses suspensives notamment. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, nous pouvons vendre à un privé avec la clause suspensive de dire qu'il ne sera propriétaire que quand il aura achevé tous ses travaux. Et si entre deux, il ne finit pas les travaux, la ville récupère le bien sans indemnité. Alors, je vais vous rappeler un peu, puisque vous pensez qu'on n'a pas fait, on a fait de la consultation quand même. D'ailleurs, je ne crois pas que je vous avais vu à la consultation qu'on avait, quand on était à la consultation publique sur la gabelle. Je ne crois pas que je vous avais vu, François. Ah, j'ai peut-être mal regardé, mais il ne me semble pas. Mais bon. Donc, depuis notre arrivée en 2020, on a décidé de commanditer 2 études successives concernant la gabelle. L'analyse bâtimentaire et architecturale dans le cadre d'une mission d'ingénierie territoriale du programme Petite Ville de demain qu'on a eu en 2022, et cette étude était gratuite, donc on a eu le premier chiffrage sur ça. Et la deuxième, l'étude programmatique, juridique et financière pour la reconversion du site, plus on a fait un appel à sourcing en 2023. Et là, il y a eu zéro réponse parce qu'il n'y avait pas de vente. S'il y a des propriétaires qui ont des projets, les propriétaires privés qui ont des projets, ils veulent avoir la propriété parce que sinon, ils ne peuvent pas obtenir de subventions et autres comme dans la loi Malraux, et il y a encore une autre loi, je ne sais plus laquelle, donc c'est pas possible. C'est pour ça que tout le monde refuse le bail amphithéotique. Donc, l'appel à sourcing qui a été fait en octobre et en novembre 2023, c'était exactement de connaître des structures potentiellement intéressées par une future exploitation de l'hôtel de la Gabelle. Donc, comme je vous le disais, il n'y a eu aucun dossier qui a été déposé. Après sondage des cofinanceurs éventuels, la DRAC, la région, le département, il s'avère que la maîtrise d'ouvrage ville ne permettait que très peu de cofinancement. À la réunion qui a eu public, la DRAC qui était présente le dit bien, puisque la ville porte le projet de réhabilitation de la basilique, la DRAC ne subventionne pas de projet. À notre grand regret, parce qu'on aurait bien aimé. En plus, la DRAC avant finançait 40%, aujourd'hui elle ne finance plus que 30%. Et d'autre part, un tiers privé, lui par contre, il aurait les subventions de la DRAC, parce que ce n'est pas la ville qui porte le nom. Voilà. Donc j'espère que je vous rassure, mais de toute façon, n'ayez crainte, on ne laissera pas la gabelle partir comme ça, sans avoir... on va essayer, on espère qu'en lançant l'appel à projet, qu'on aura plusieurs projets, enfin c'est tout à espérer, et on fera une consultation citoyenne pareil pour voir le projet qui semble le plus adapté à la ville. Et d'ailleurs, nous ne restons pas les bras croisés. Nous allons à la recherche de candidats. Depuis l'annonce sur les réseaux, dans l'éveil et autres, nous avons un nombre de personnes intéressées qui appellent, qui vont faire des visites de la gabelle. Effectivement, les 5,2 millions de travaux, ce ne sont que les structures. Enfin, à l'intérieur, les travaux ne sont pas chiffrés. Il faut en plus faire les travaux intérieurs. Donc à peu près l'enveloppe, c'est entre 9 et 10 millions, avec la totalité, sans l'achat de la gabelle. Voilà. Je vous ai rassuré ? Je vous remercie pour la réponse. C'est un dossier compliqué de toute façon, la gabelle. Ça sera compliqué de trouver quelqu'un qui a un projet et qui arrive à le rentabiliser. Et d'un autre côté, c'est un bâtiment qui fait partie, comme je vous le disais, de l'identité de Bernay. Donc je comprends que vous soyez dans une situation qui ne soit pas simple. Je suis persuadé que vous ne restez pas les bras croisés. D'ailleurs, je n'ai pas dit ça, hein, je ne sais pas si vous me visiez en disant ça, mais je voulais juste vous faire part de mon point de vue. Je trouve qu'effectivement, vous avez consulté les Bernéiens, que ça...
je trouve que ça a manqué de communication. Oui, mais vous êtes de l'intérieur, donc vous ne le voyez pas. Mais quand il y a d'autres élections qui sont organisées ou d'autres consultations, c'est constamment qu'on entend les rappels pour les dates. Moi, je fais aussi partie du conseil, donc j'ai suivi ça et j'ai pu participer aussi. Mais je pense qu'il y a un défaut de communication. Après, vous l'analysez comme vous voulez, hein. Vous avez le droit d'avoir un avis qui est différent du mien. Maintenant, j'ai conscience que je vous ai partagé mon point de vue et que vous allez en prendre note et puis voilà, le considérer lorsque vous aurez à prendre des décisions, j'en suis convaincu. Merci en tout cas. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur la com, puisque nous avons mis chez les commerçants, sur les réseaux, dans le Bernay Info, une grande pancarte devant la Gabelle, un grand panneau devant la Gabelle. Après l'éveil, le Paris-Normandie, je ne peux pas faire plus. Oui, France 3 par 2 fois en plus, donc on ne peut pas faire plus. Voilà. Mais je pense que c'est parce que vous n'êtes pas venu à la réunion publique et que vous n'avez pas su, parce qu'on l'a annoncé. Bon, voilà, Monsieur Chaumer. Merci de me donner la parole. Puisqu'on est sur ce sujet qui est très important et que les chiffres que vous avancez sont certainement sourcés, mais énormes, en tant que restaurateur de patrimoine à titre privé, comme vous le savez, alors je vous rassure, je ne postule pas à quoi que ce soit pour la Gabelle. Mais en revanche, je sais que si je devais me pencher sur le dossier, je souhaiterais faire venir des entreprises en qui j'ai confiance pour chiffrer. Et donc, si d'aventure, parmi les candidats, certains venaient à chiffrer et que le chiffrage soit inférieur, est-ce qu'on aura la possibilité d'être informé de l'évolution du dossier? Voilà, c'était ma question. Mais forcément, il y aura une commission, on va dire ad hoc, qui se créera pour ce sujet, parce que ce sujet, il est important. Mais je vais vous rassurer, ce ne sont pas les bâtiments dits... je perds mes mots. Ce ne seront pas que des spécialistes sur les bâtiments inscrits ou classés qui vont travailler. D'ailleurs, ce ne sont pas des entreprises de bâtiments inscrits et classés qui sont venus chiffrer, pas du tout. Non, mais c'est parce qu'il y a toutes les toitures à refaire, il y a toutes les fenêtres à faire. Vous avez vu que ce n'est pas des fenêtres standards. On est obligé de refaire un identique, il y a toutes les briques à refaire, il y a tous les bâtiments annexes pareils à refaire, il y a toute la cour, le pavé et tout à refaire, il y a le porche qui est à refaire aussi, on ne voit pas, mais si on regarde bien, on voit qu'il y a des fissures un peu partout. Donc voilà, ça chiffre vite. Vous savez bien aujourd'hui, vous qui êtes de la restauration, que les travaux ont flambé, enfin les matières premières ont flambé, et donc voilà, on en paye aujourd'hui. Peut-être que si ça avait été fait en 2010, on ne serait pas... Parce que l'étude précédemment qui avait été faite par la précédente municipalité, mais qui avait été chiffrée, parce que j'ai rencontré... comment il s'appelle, l'exploitant du château de Beauménil, il dit bah moi, juste pour le bâtiment principal, hein, je ne vous parle pas des dépendances, parce que nous on parle avec les dépendances, hein, toutes les dépendances. Il dit bah moi j'avais chiffré un peu comme ça qu'on était à plus de 2,5 millions. Et donc quand vous regardez avec toutes les dépendances, ok, parce qu'il y a aussi la maison du bridge, vous voyez, où on abrite le bridge, bon il y a toute cette enceinte-là. Donc évidemment, mais dans ces 5,2 millions, il y avait juste aussi un ascenseur qui était prévu dans la Gabelle, puisque vous êtes obligé de faire un ascenseur. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite... Ah, pardon. Est-ce qu'on pourrait valoriser un jeune sportif qui a été champion de France d'escalade, Lucas Dufraud? Et est-ce que c'est dans vos projets de le valoriser? Alors, ma question, c'est comment t'entends le valoriser? Est-ce que c'est une médaille de la ville ou est-ce que c'est ça? Très bien, oui, on peut très bien le faire, oui. Voilà. Bien sûr, et on en est fiers, quand même, qu'une association bernéenne... En tous les cas, on peut dire qu'en ce moment, Bernay rayonne à travers le sport, que ce soit le rugby, le handball, l'escalade, Oui, le handball, c'est ce que je disais, le handball. Donc voilà.
Très bien, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je dis que la séance du Conseil est levée.